Bonjour, bienvenue dans Comment est votre climat, le podcast qui humanise le changement climatique. En France comme ailleurs, nous ne sommes pas égaux face aux conséquences du changement climatique. Certaines communes souffrent de la chaleur, d'autres de la montée des eaux, parfois de l'érosion, et quelques chanceux passent entre les mailles du filet. Eh bien en Loire-Atlantique, une petite commune de 4000 habitants fait face à de très nombreux défis. Avec les marais salants d'un côté, le retrait du trait de côte de l'autre, ou encore le premier parc éolien en mer de France à 12 km au large. Mais les violences sociales font aussi partie du changement climatique. En 2023, le maire de cette petite commune demande à 2 pêcheurs de quitter une portion de la côte interdite au public. Un effondrement dû à l'érosion l'a rendue trop dangereuse pour s'y aventurer. Les 2 hommes ont agressé l'élu avant de prendre la fuite. Ils ont finalement été retrouvés, puis jugés. Sans l'accélération de l'érosion due au changement climatique, la côte aurait été ouverte et cet accident n'aurait jamais eu lieu. Cette commune, elle s'appelle Le Pouliguen et son maire est mon invité du jour. Bonjour Norbert Samamin. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir dans la mairie du Pouliguen. Nous sommes en Loire-Atlantique, magnifique ville de la Côte d'Amour, juste au-dessus de la Loire, pas très loin de Saint-Nazaire, environ une quinzaine de kilomètres. Comme ça, nos auditrices, nos auditeurs peuvent situer un petit peu où nous sommes. Environ 4000 habitants, un peu plus, 4,5 km grosso modo. 4,4. 4,4 km, voilà. Comme ça, vous avez la fiche explicative du Pouliguen. Et merci beaucoup de me recevoir. Nous avons une vue magnifique. Alors, les auditrices, auditeurs ne peuvent pas la voir. Moi, je l'ai juste devant moi. Donc voilà, cette magnifique baie où il y a le Pouliguen, la Baule et Pornichet. Donc merci beaucoup de me recevoir dans votre bureau. Comme d'habitude, dans ce podcast, nous allons parler de changement climatique, évidemment, parce que vous êtes aux premières loges pour le vivre. L'érosion, la montée des eaux, le parc éolien également, qui est au large du Pouliguen, le premier de France, le premier parc éolien offshore de France. Mais d'abord, avant de parler de changement climatique, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous. Vous avez été élu maire en 2020. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, personnellement, à prendre cette fonction ? Alors, je voudrais vous dire que la question, on ne se la pose pas tout à fait de cette manière-là. Je pense que les choses viennent avec le temps. Quand je vous dis ça, il faut bien sûr nourrir une passion pour la chose publique, pour l'intérêt public, l'intérêt général, ça c'est une chose. Mais je crois qu'au fil du temps, vous mettez le pied à l'étrier, vous vous intéressez à certaines choses. Et puis, vous avez un amour particulier pour votre commune, pour la vie de vos habitants, et vous vous dites, mais on pourrait faire ça, on pourrait mettre tel et tel projet en place. Et là, petit à petit, d'engagement associatif, des engagements aussi avec d'autres, avec des équipes, vous vous dites, mais là, on pourrait faire en sorte que notre commune aille beaucoup plus loin, se porte beaucoup mieux et prenne un rayonnement tout particulier. Et donc c'est derrière cette slide, je pense qu'il y a autant une passion qu'un amour très fort pour sa commune, et toute l'équipe que j'ai autour de moi a cette même passion, cette même envie, ce même attachement. Et comme vous l'avez dit, on est dans une commune qui a beaucoup d'attrait. Alors peut-être parfois, et comme je peux le dire, trop, dans la mesure où le prix du mètre carré est extrêmement élevé, puisque nous sommes à peu de choses près la 7e commune la plus chère au mètre carré du surface habitable en Loire-Atlantique, Bretagne, et donc forcément avec tout ce que cela emporte. Et qu'est-ce que cela emporte ? C'est les difficultés de se loger sur place, les difficultés pour de jeunes actifs ou pour des familles de venir s'installer dans notre commune. Donc nous avons derrière beaucoup de défis à relever, mais nous avons une commune qui est absolument magnifique. Vous l'avez dit aussi, la mairie du Pouliguen est peut-être une des plus belles mairies de Loire-Atlantique. Nous sommes face à l'océan Atlantique. Si je devais installer un toboggan à partir de mon bureau, je tomberais directement dans l'eau. Bon, c'est pas l'objectif, je vous rassure. Je ne suis pas dans un toboggan dans ce bureau, mais en tout cas...
Clairement, je pense que la première des motivations qu'on a, ou en tout cas les premières motivations qu'on a, c'est la chose publique, c'est l'attrait que vous avez, tout ce que vous portez au nom de votre commune et de vos habitants, et puis l'envie d'aller de l'avant. Je crois qu'il faut avoir ces trois choses-là, avec par-dessus cela une volonté de proximité. Je crois qu'il faut aimer quand vous prenez quand vous êtes représentant élu communal, quel que soit le poste que vous occupez, de conseiller, adjoint ou maire, il faut aimer la proximité parce que c'est un attrait de cette fonction, c'est l'intérêt de cette fonction, de cette mission, et c'est aussi ce qui en fait peut-être sa notoriété d'une certaine manière. C'est-à-dire que nos habitants connaissent tout particulièrement leurs élus communaux, beaucoup plus que d'autres représentants élus, et je pense que c'est absolument fondamental de maintenir cet échelon dans notre système démocratique et de lui donner plus de force plutôt que parfois de l'assécher au fil du temps. Oui, parce que finalement, le maire aujourd'hui reste l'élu le plus populaire aujourd'hui en France, devant les députés, le président de la République, etc. Quand on vous croise, vous, les maires, hein, les 32 000 maires de France, on peut se dire c'est sympa, il coupe des rubans, il va au marché, il serre des mains, etc. Mais ça, c'est ce qu'on voit. Il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas derrière. C'est un travail titanesque qui vous prend 365 jours par an. Il y a un peu la face cachée du maire que vous avez vécu, vous, notamment à travers des agressions depuis 2020, physiques, verbales. Vous avez un rôle, notamment au sein de l'AMF de la Loire-Atlantique, justement pour lutter contre les violences faites aux élus. Est-ce que vous ressentez, vous, cette hausse de la violence ? Et on parle du sentiment d'insécurité, je ne vous parle pas de sentiment, là je vous parle de faits véritablement. Est-ce que vous voyez justement des faits sécuritaires négatifs s'accumuler ? Et est-ce que, comme les plus de 1000 autres élus de Loire-Atlantique qui ont démissionné, est-ce que cette option vous a effleuré l'esprit ? Alors, soyons très clairs, nous sommes... la fonction d'élu s'est énormément complexifiée. Elle n'est pas comparable, celle que nous avons aujourd'hui n'est pas comparable à la manière dont la fonction s'exerçait il y a 30 ans. Parfois, nos habitants gardent encore cette image qu'ils pouvaient avoir d'élus communaux d'il y a 30 ans, c'est-à-dire des élus qui étaient beaucoup plongés dans la représentation, dans le protocole, dans des moments conviviaux partagés, que ce soit des inaugurations ou des fêtes associatives. Je crois que cette partie-là, aujourd'hui, elle s'est énormément amenuisée. Non pas qu'elle ne soit pas importante, elle reste très importante, mais en réalité, elle ne représente plus que 10-20% de la fonction des élus communaux. C'est-à-dire que, comme vous l'avez si bien dit, nous sommes 24-24 et très souvent, les gens ne se rendent pas compte que nous avons tout un temps de travail, de dossier. Ne pas oublier que le maire est l'employeur de la commune, donc il a cette charge d'organiser, de manager aussi, non seulement une équipe d'élus, mais aussi les équipes d'agents, les directeurs qui sont là pour les seconder. Mais il y a énormément de travail que l'on ne voit pas, et pourtant qui est extrêmement conséquent. Il est d'autant plus conséquent que tous les domaines se sont complexifiés, les sujets se sont complexifiés. Ils sont complexes parce que notre société est beaucoup plus complexe socialement, elle est plus complexe juridiquement, elle est plus complexe techniquement. Et les sujets, et on va en parler, les sujets deviennent aussi extrêmement sensibles. Donc aujourd'hui, les élus communaux ont un éventail très très large. Et comme ils ont un éventail très large et qu'en même temps ils cultivent, ces élus communaux, la proximité, bien la proximité, ça veut dire que vous êtes sur le terrain. Et quand vous êtes sur le terrain, il est très difficile en tant que représentant élu
de rester indifférent à une situation, de ne pas intervenir quand vous voyez une situation anormale ou des incivilités ou plus, parce que personne ne comprendrait qu'en tant qu'élu, vous vous défaussiez à l'instant présent quand quelque chose se passe, et donc vous intervenez. Et si vous intervenez, eh bien aujourd'hui, notre société est devenue, et il faut le dire, plus violente dans son rapport entre les personnes. Alors c'est une violence qui s'est quand même relativement exacerbée, c'est-à-dire que les rapports sociétaux se sont dégradés, ils se sont dégradés de manière assez forte en réalité depuis la Covid. On peut dire que par exemple par rapport aux violences faites aux élus, puisque comme vous l'avez soulevé, j'ai pris de manière totalement innocente au début de mon mandat une fonction à l'AMF, à l'Association des maires de France du 44, une fonction de référent à l'Observatoire des violences faites aux élus, eh bien, je ne pensais pas que ce serait un phénomène qui aurait connu et qui allait connaître une ampleur aussi conséquente. Mais grosso modo, vous avez 35% quasiment par an d'augmentation de ces violences faites aux élus, un mouvement qui s'est beaucoup accéléré en fin de compte avec la Covid, et qui s'est aussi beaucoup accéléré parce que il y a un certain nombre de phénomènes qui viennent s'agréger et qui rendent beaucoup plus délicats les rapports entre les individus. Alors quand je cite ces phénomènes, quand j'évoque ces phénomènes, je parle aussi des réseaux sociaux qui parfois se sont devenus des réseaux antisociaux, avec des paroles que l'on a sur les réseaux que l'on ne distingue plus du rapport que l'on a dans la vie réelle, avec des paroles que l'on ose porter, que l'on ne devrait peut-être pas porter. Ce sont des menaces de mort, ce sont des tas de choses qui sont en fin de compte extrêmement graves. Que l'on ne ferait pas face à la personne. Qu'on ne ferait pas face à la personne et on ne perçoit pas la gravité. Donc aujourd'hui, oui, on a connu déjà une très nette augmentation des violences faites aux élus. On a connu un accroissement des démissions parce que justement la pression est trop forte. Parfois, les violences deviennent insupportables. La Loire-Atlantique, malheureusement, en a été un exemple criant à travers différents événements qui sont intervenus. La fonction de maire, lorsque vous l'endossez, lorsque vous acceptez cette mission, vous n'êtes pas forcément préparé à assumer cette pression, parfois cette agressivité. Et nous avons, soit cela peut se traduire par des démissions, mais parfois ça peut se traduire par des événements plus graves. Alors, quand je dis des événements plus graves, bien, parfois nous avons des maires qui se suicident, et ce qui est aussi dramatique. Et nous en avons d'autres, et l'événement a été extrêmement médiatisé, et pour cause, parce que je pense qu'il marque un tournant dans les violences faites aux élus. C'est ce qui s'est passé à Saint-Brévin. Il faut bien vous dire que lorsque vous êtes chez vous, que vous dormez et que vous ne vous souciez pas d'un danger quelconque, que le feu parti d'un véhicule vient embraser la maison, que vous avez peut-être risqué la vie de votre entourage, de votre épouse, de tous ceux qui vivent avec vous, et bien là vous vous remettez en question. Et vous pouvez être conduit à démissionner, ce qui peut totalement s'entendre, parce que jusqu'où va le sacrifice de notre mission ? Est-ce qu'il va jusqu'à sacrifier notre entourage ? Je ne le pense pas, et surtout, je pense qu'il ne faut jamais que nous acceptions cette chose-là, et c'est pour ça que des associations de représentation des élus, comme l'AMF, se battent pour protéger les élus locaux, parce que à force de pression, à force de violence, à un moment, nous allons perdre ces représentants qui me semblent, très sincèrement, les élus communaux me semblent fondamentaux, parce que, comme je le disais tout à l'heure, nos habitants les connaissent, ils les rencontrent, ils discutent. Ces élus communaux perçoivent des choses, évoluent dans leur manière de faire. Ils le font aussi avec la population et ils représentent
un lien, en tout cas en tant que représentant politique, il représente un lien très fort avec la population, ce qu'on peut être perdu et ce que reproche parfois notre population à d'autres fonctions de représentation politique. Et donc cet attachement, il faut le garder, cette proximité, il faut le garder, et en cela, s'il y a un échelon politique de représentation qui me semble absolument fondamental à préserver, c'est celui des élus communaux, des maires. Et si vous me demandez si cela m'a traversé l'esprit de démissionner, j'oserais vous dire non. Non, tout simplement parce que soit j'ai fait face à des événements violents. Vous avez été mordu. J'ai été mordu. Voilà, j'ai été mordu par un individu. Et on ne parle pas d'animaux, hein. Vous avez été mordu Non, j'ai été mordu. C'est la première fois que ça m'arrivait. Ouais. Et je peux vous dire que j'ai vécu, ayant joué au rugby, j'ai vécu des situations où on savait se comporter, alors je vais dire franchement sur un terrain. Donc je n'étais pas, les choses sont parfois un peu musclées sur un terrain de rugby, mais jamais, je n'avais eu un individu qui m'avait mordu. Ce qui m'a semblé insensé, parce que je trouve qu'il y a une forme de dégradation quelque part, c'est-à-dire on se comporte comme des bêtes. Et cela dit, je pense que parfois les animaux ont plus d'intelligence que nous n'en avons, mais ça c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Voilà, j'ai été mordu. Il y a eu une recherche d'ADN puisque le pull et la chemise ont été déchiquetés. Une recherche d'ADN à partir de mes vêtements, mais pour le coup, la personne n'a jamais été retrouvée, la recherche ayant été infructueuse. Mais pour autant, je pense que nous avons, et en tout cas j'irai jusqu'au bout de cette mandature, en relevant du mieux possible les défis que nous nous sommes fixés et pour lesquels nous nous sommes engagés vis-à-vis de notre population à relever. Oui, vous décrivez une réalité, comme vous le disiez, les maires, les élus locaux prennent le pouls, entre guillemets, de ce qui se passe sur le terrain, et pourtant vous avez cité une agression, mais alors on ne va pas rentrer dans tous les détails, vous en avez subi d'autres, il y en a une notamment qui est en cours de délibérer, donc on va laisser la justice faire son travail, et pourtant dans ces agressions, vous aviez décliné votre identité de maire. Voilà, c'est aussi ça quand même qui est frappant. Évidemment, rien ne justifie une agression physique ou verbale envers qui que ce soit, mais là, les gens l'ont fait sciemment, en sachant qu'il s'attaquait à un élu local. Avant de passer à la deuxième partie d'émission, j'aimerais juste vous poser une question que je pose à tous mes invités. On parlait d'un climat social un peu compliqué, en tout cas qui se dégrade. Il y a également un climat climatique, je dirais, même si c'est un peu un pléonasme, qui se dégrade. Est-ce que vous êtes éco-anxieux ? Alors, juste pour rebondir sur votre propos précédent, parce que cette dégradation, malheureusement, et on l'a vu en l'espace de 5 ans de mandat, pour avoir fait certaines commémorations lors de différents événements, cette dégradation, nous la connaissons à différents niveaux, tout en ayant pour autant décliné sa fonction et en s'étant présenté officiellement. Ce sont les enseignants qui connaissent cette situation, ce sont les infirmiers, ce sont les médecins, ce sont les pompiers, ce sont les policiers. Aujourd'hui, tout un ensemble de corps qui sont là pour assumer le service public, assumer le fait que l'on puisse vivre ensemble en société, eh bien ces corps-là vivent des situations de plus en plus délicates et c'est regrettable parce que on les met en danger et l'on pourrait créer un découragement et lorsque nous aurons perdu toutes ces fonctions, j'oserais dire, il sera beaucoup plus difficile pour nous tous de faire société. Et donc c'est en cela que je pense qu'il faut absolument non seulement leur rendre hommage, mais au-delà de ça, les respecter. Je pense que c'est absolument fondamental si on veut continuer à vivre ensemble. Et le défi qu'on a à relever, c'est de vivre ensemble. Et si vous me posez la question aujourd'hui, suis-je éco-anxieux ? J'oserais vous dire, alors peut-être, bizarrement, je ne le suis pas. Je ne vis pas avec une anxiété particulière. Je vis surtout avec une motivation très forte de me dire qu'il y a des défis
et qu'il faut qu'on arrive à se donner les moyens de les relever, d'être créatif, d'être inventif, d'être en capacité d'aller de l'avant et d'avoir cette force-là. Et je pense que quelque part, quand il y a des défis qui se posent, ça vous oblige à vous remettre en question et justement à aller chercher des solutions là où, a priori, vous n'auriez pas creusé, vous n'auriez pas recherché, vous ne vous seriez pas remis en question. Et dans ce sens-là, je vis ça plutôt comme une véritable motivation de me dire, allons-y, avec tout ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons y aller, avec qui nous pouvons y aller. Et je pense que, vous savez, c'est dans toutes ces périodes de crise, en réalité, parfois, elles peuvent donner lieu à de très beaux projets, elles peuvent donner lieu à de très beaux parcours, elles peuvent révéler des individus. Bon, on peut connaître des crises majeures, mais parfois elles révèlent des personnes exceptionnelles. Alors je ne parle pas du tout de mon cas, je vous tiens à vous rassurer. Mais vous pouvez faire votre autocritique. Non, mais je pense que les situations de crise peuvent être regardées comme des situations d'opportunité. Alors, vous aviez commencé votre réponse en disant qu'elle était bizarre. Je la trouve absolument pas bizarre. Au contraire, dans les précédents épisodes de Comment est votre climat, beaucoup d'invités disaient qu'ils n'étaient pas éco-anxieux parce qu'ils étaient dans l'action finalement, et que quand on n'est pas dans l'action, on peut se laisser emporter par les émotions, par la peur, par la crainte. Et en fait, quand on agit face au changement climatique, ce qui est le cas d'un maire qui travaille du 1er janvier au 31 décembre non-stop, eh bien forcément c'est peut-être ça qui fait que vous n'êtes pas éco-anxieux. Voilà, c'est peut-être un élément de réponse. Tout à fait, non mais peut-être, je l'entends. Alors Norbert Samama, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de l'émission dédiée complètement au changement climatique, et là on va parler concrètement. C'est vrai que souvent, parfois, nous, les personnes du climat, on a tendance un peu à théoriser. En tout cas, on parle de méthane, on parle de protoxyde d'azote. Mais finalement, à qui on parle ? On se parle un peu entre nous. Vous êtes maire d'une commune qui est face à l'océan Atlantique. On l'a tous les deux devant nous, avec la baie, et cet océan Atlantique, vous voyez les conséquences de son changement finalement. Alors je vous propose qu'on parle des différentes problématiques auxquelles vous avez à faire face, les catastrophes naturelles, l'érosion, la montée des eaux, la transition énergétique. Avant de me pencher directement sur l'océan, je vous propose qu'on parle des catastrophes naturelles, parce que assez récemment, janvier 2025, la commune du Pouliguen a été touchée par une catastrophe naturelle. Alors comme le dit si bien Jean Jouzel, les catastrophes naturelles sont de moins en moins naturelles, mais tout de même, elles arrivent toujours. Et donc il y a eu ce qu'on appelle un arrêté catastrophe naturelle pour la commune du Pouliguen. Alors cet arrêté catastrophe naturelle, quand on regarde le JT de 13h, de 20h, on l'entend souvent, mais concrètement, qu'est-ce que c'est un arrêté catastrophe naturelle pour vous en tant que maire? En quoi ça vous aide? Alors, un arrêté de catastrophe naturelle, cela fait la deuxième fois que nous avons effectivement un arrêté de catastrophe naturelle sur notre commune. Nous l'avons eu lors des tempêtes de l'année dernière, nous l'avons eu cette année en raison des phénomènes de pluviométrie extrêmement violents que nous avons eu sur à peu près une semaine. Qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte une couverture beaucoup plus forte de nos habitants qui sont impactés par des dégâts, et qui cet arrêté permet de beaucoup mieux protéger nos habitants lorsque, effectivement, ils doivent faire face à des dommages conséquents. Au-delà de ça, c'est une démarche qu'on a aussi pour mieux reconnaître la situation qui a été la nôtre pendant un temps court, mais pour faire le lien avec votre question précédente qui était de dire quelque part où est la mission du maire, en fin de compte, quand vous avez un phénomène de catastrophe naturelle, que ce soit l'année dernière, que ce soit cette année, l'année dernière c'était notamment par exemple avec Ciara, la tempête Ciara, mais bon, en fin de compte on est tout de suite sur le terrain. On est tout de suite sur le terrain, on est la nuit sur le terrain, on observe le niveau d'eau qui monte. On voit des pans de quartier qui sont sous l'eau.
On est avec nos services techniques, maintenant aujourd'hui on met en place aussi bien des plans communaux de sauvegarde que des astreintes, et avec nos agents, bien on fait tout pour essayer de faire face à la situation du mieux possible, d'aller prévenir les habitants par précaution en fonction du type d'habitation qui est impacté, et puis de les accompagner du mieux possible. Ça, le phénomène climatique, on le vit en bas, c'est-à-dire au moment où il se passe sur le terrain, et puis on le vit en haut, parce qu'on se dit derrière, en termes de capacité à faire face à ces phénomènes climatiques, qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme moyen? Est-on en capacité de mettre en place ces moyens? Et si tel n'est pas le cas, comment devons-nous anticiper les choses? Parce que le propre de la politique, c'est l'anticipation. J'allais vous en parler de la prévention. Finalement, quand vous voyez ces catastrophes naturelles, c'est la préfecture, il me semble, qui émet l'arrêté de catastrophe naturelle. Vous vous dites, ça peut revenir. Quelles sont les solutions de prévention que vous avez, vous, entre les mains pour que ça ne se reproduise plus? Alors, c'est intéressant je me permets, parce que à travers cette question, vous soulevez un point qui me semble extrêmement important. Doit-on promettre à notre population que nous sommes capables de faire face à tous les phénomènes climatiques? La question, c'est que nous avons une philosophie du risque qui serait de dire aujourd'hui, et c'est comme ça que c'est perçu par notre population, qui serait de dire nous allons vous protéger du mieux possible et jusqu'au bout. Or, petit à petit, si les phénomènes climatiques s'accélèrent et comme nous avons pu l'observer ces dernières années, deviennent plus violents, il est très clair que les moyens que nous sommes capables de mettre en place vont connaître leurs limites. Alors, en termes de prévention, nous avons la prévention qui est quelque part la prévention classique, c'est-à-dire nous mettre en capacité de déclencher un plan communal de sauvegarde. Nous avons la prévention matérielle, par exemple, au titre des phénomènes d'inondation que nous avons connus. Là, c'est d'aller réinspecter l'ensemble de nos réseaux et voir dans quelle mesure nous sommes en capacité de les agrandir pour permettre un écoulement des eaux de manière beaucoup plus conséquente et fluide. Mais attention, à un moment, ces choses-là vont avoir leurs limites. Moi, je le dis à certains de nos habitants, mais il y a un moment, on ne construira pas un tunnel sous la Manche pour évacuer l'eau. C'est pas possible. Ça n'est ni envisageable d'un point de vue matériel, ça n'est ni envisageable d'un point de vue financier. Et puis, d'autre part, ces phénomènes, quand on les connaît, je pense que, et c'est là où notre population ne doit pas se retourner vers nous en nous disant « mais vous n'avez pas fait les travaux en conséquence ». Il y a un moment, c'est ça le changement climatique aussi. C'est qu'il faut avoir conscience qu'à ne pas agir, nous prenons un risque. Et il faut vivre avec. Et il faut vivre avec. Et qu'il n'y aura pas, et que ce serait une fausse promesse, si aujourd'hui, même en aidant chacun à travers les arrêtés de catastrophes naturelles, ce serait une fausse promesse que de dire « nous allons vous protéger à 100%. » Et les assurances elles-mêmes, aujourd'hui, prennent le pli en se disant « les phénomènes vont s'accentuer », et comment peut-on nous-mêmes nous désengager d'une assurance à 100% vis-à-vis de ces phénomènes, puisque s'ils s'accélèrent et qu'ils se démultiplient, est-ce que nous, on va payer 100% des réparations que vont causer ces phénomènes climatiques? Et c'est là où, dans l'anticipation et dans les politiques publiques que nous mettons en place, il faut avoir une vision écosystémique. Ne pas se dire, je vais non seulement faire des réseaux et qui vont nous permettre l'écoulement des eaux, mais changer nos attitudes. Quand je dis changer nos attitudes, par exemple, au niveau de l'intercommunalité, nous avons fait une étude de débordement de cours d'eau, et avant tout, il s'agit aujourd'hui d'arrêter de construire sur des réseaux, ou en tout cas des cours d'eau qui sont susceptibles de se créer naturellement pour permettre l'évacuation de l'eau. Aujourd'hui, et depuis trop longtemps, nous construisons à des endroits qui sont des lieux de zones humides, qui sont des lieux qui empêchent l'écoulement des eaux,
Et ce qui a été peut-être l'événement le plus caractéristique de la chose, c'est ce qui s'est passé à Valence. Mais soyons clairs, dans nos manières de construire, dans nos manières d'évoluer, dans nos manières d'accentuer, et c'est un sujet qu'on va peut-être pouvoir aborder, mais l'anthropisation de nos côtes, peut-être Je vais y venir. qu'il faut savoir se remettre en question. Et ça, c'est un changement de paradigme, c'est un changement de philosophie, mais ce changement de philosophie, il doit aussi partir du principe que ces phénomènes vont s'accentuer, que nous ne pouvons pas protéger à 100% notre population, donc nous devons nous adapter. Et l'adaptation est un sujet extrêmement sensible, parce que sur l'échelle de l'adaptation, chacun ne se positionne pas de la même manière, avec le même sacrifice personnel. Vous parlez d'adaptation, je trouve ça extrêmement important et intéressant, parce que pendant longtemps, l'adaptation était vue comme un signe de renoncement, finalement, de se dire, bon, après tout, le changement climatique, ça semble assez mal barré, adaptons-nous, donc vite, faisons et n'agissons pas sur les énergies fossiles. Aujourd'hui, le débat sur l'adaptation retrouve un petit peu ses lettres de noblesse, donc voilà, pour un maire comme vous, en plus sur la côte, c'est un sujet d'autant plus important. Et donc, je vous propose de parler d'adaptation sur un deuxième risque que vous vivez, c'est le risque de l'érosion. J'ai lu que vous étiez la ville la plus touchée du département de Loire-Atlantique par l'érosion. Alors ma question peut paraître naïve, mais quand vous êtes sur une côte, qu'est-ce qui fait qu'une ville est plus touchée qu'une autre ? Alors, c'est très simple, oui et non. En l'occurrence, elle peut être plus touchée qu'une autre, tout simplement parce qu'en fonction de la nature de sa côte, l'érosion peut avoir un impact plus fort. L'érosion peut aussi avoir un impact plus fort en fonction de l'altimétrie de votre territoire. Donc aujourd'hui, il y a différents phénomènes qui font que nous sommes malheureusement peut-être la commune qui est la plus concernée par l'érosion, en tout cas du département. Il faut savoir que, au titre de notre agglomération et en tant que vice-président à La Baule-Guérande-Aglo, puisque c'est notre agglomération, nous sommes ici sur la presqu'île guérandaise qui est doublement concernée, si vous voulez, par les phénomènes climatiques, c'est-à-dire avec deux risques majeurs que sont les submersions marines et l'érosion du trait de côte. Alors, en tant que vice-président, justement, de l'intercommunalité, je suis en charge de la mise en place, de l'élaboration de la stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte que notre intercommunalité, en lien avec l'intercommunalité de Saint-Nazaire-Aglo, mène conjointement avec Éric Provost, le vice-président de Saint-Nazaire-Aglo. Et nous avons à cœur d'aller jusqu'au bout de cette stratégie de gestion intégrée du trait de côte, parce que nous avons un littoral qui fait à peu près 160 km à nos deux agglomérations et qui est particulièrement impacté par l'érosion, alors de manière très différente en fonction de la nature, rocheuse, sableuse, en fonction de la localisation, en fonction de l'altimétrie, mais nous sommes un territoire extrêmement impacté. Et pour juste donner une idée, parce que aujourd'hui il y a des sujets qui se posent sur la table, qui sont des sujets financiers, qui sont des sujets de moyens. Et j'oserais dire que je rebondis sur le propos, et mon propos va vous paraître peut-être un tout petit peu décousu, mais je n'ai pas d'anxiété, je n'ai pas d'éco-anxiété, mais j'ai une frustration. Quelle est-elle ? Et ma frustration, c'est que je regrette de ne pas avoir beaucoup plus de moyens pour aller beaucoup plus loin. Dans l'engagement et dans l'adaptation. Alors justement, je me permets de rebondir là-dessus. Vous voulez plus de moyens. Alors déjà, double question. Vous dites l'érosion se manifeste de plus en plus. Concrètement, comment est-ce que ça se manifeste ? Et si vous aviez plus de moyens, quelles seraient les solutions ?
Alors, aujourd'hui, par exemple, pour tout vous dire, si j'avais plus de moyens, par exemple, au niveau de cet hôtel de ville, au niveau de la plage qui est juste à côté, qui s'appelle la plage du No, si j'avais plus de moyens, j'aurais mis en place, parce que nous l'avons étudié, mais il nous manque un petit reliquat d'investissement que nous ne pouvons pas mettre, que nous ne pouvons pas porter à notre charge. J'aurais mis en place la thalassothermie pour chauffer la totalité de l'hôtel de ville et en même temps protéger le trait de côte à travers la plage, puisque c'est aussi une protection dunaire naturelle. La thalassothermie, pardon. La thalassothermie, c'est tout simplement la chaleur produite par le mouvement des vagues. D'accord. Donc voilà, et nous l'avons étudié, mais malheureusement, financièrement, par exemple, je ne peux pas aller au bout de ce projet, ce que je regrette. Qu'est-ce qui bloque? Cet argent que vous demandez, il vient de l'État, de l'intercommunalité, de la région? Non, où est-ce que alors, ça ne marche pas? il y a un reste à charge pour la commune, et on peut supporter un certain reste à charge, mais malgré tout, il y a une partie que nous ne pourrons pas forcément assumer, parce que nous avons l'obligation d'avoir des comptes à l'équilibre. Je le rappelle qu'aujourd'hui, nous allons faire des sacrifices. On nous parle de solidarité nationale. Oui, les collectivités locales vont faire un geste de solidarité nationale. Il faut savoir que sur le budget 2025, nous allons perdre à peu près 480 000 euros au titre de la solidarité nationale. Donc, oui, uniquement au Pouliguen. Uniquement au Pouliguen. Sur un budget sur 2025, global sur un budget qui est en... Alors, je vais donner la dépense d'investissement qui avoisine les 3 millions. Mais c'est extrêmement conséquent. Ça veut un dire effort de quasiment 500 000 euros sur 3 millions d'euros de budget d'investissement. De dépenses d'investissement. Oui, gigantesque. C'est extrêmement conséquent. Donc aujourd'hui, cet effort, oui, nous participons à la solidarité nationale, en tout cas d'un point de vue financier, mais néanmoins, nous continuons à aller de l'avant. Quand je dis nous continuons à aller de l'avant, nous continuons à avoir une dépense d'investissement qui est relativement élevée, alors qui est au service de la rénovation énergétique, qui est au service d'un certain nombre de projets, mais voilà un projet pour lequel nous aurions pu aller jusqu'au bout et pour lequel nous n'irons pas jusqu'au bout. Alors quand je parle, vous me posiez la question sur l'érosion elle est très forte sur notre côte. On a une côte qui est, par les phénomènes tempétueux, par l'élévation du niveau de la mer, qui est de plus en plus attaquée. Et quand elle est de plus en plus attaquée, aujourd'hui, nous avons des falaises qui s'écroulent. Alors il y a d'autres territoires, d'autres communes de notre territoire qui subissent aussi des reculs de leur trait de côte extrêmement importants. Je pense à la mine d'or à Pénétin. Je crois qu'en l'espace de quasiment 20 ans, ils ont reculé de plus de 25 mètres. Donc il y a un moment où oui, nous subissons cette érosion. Nous avons fait dès le début du mandat une veille par drone sur l'ensemble de nos traits de côte, de manière à calquer, si vous voulez, les films que nous allons prendre tous les 3 ans, pour voir justement, pour mesurer précisément quel a été le recul et le niveau d'érosion que nous avons subi. Mais nous le voyons fréquemment, et notamment en période d'hiver, nous avons des éboulements extrêmement conséquents. Alors, la question est de se dire comment nous nous adaptons. Est-ce qu'il faut s'en aller? Et c'est là où est la question. C'est-à-dire que d'un côté, si je dois, à travers une stratégie d'adaptation, en tout cas une stratégie de gestion intégrée du trait de côte, vous devez déjà dans un premier temps d'élaborer un diagnostic et de vous poser la question au niveau des enjeux que vous avez identifiés, que ce soit des enjeux de biodiversité, que ce soit des enjeux de paysage, on a des espaces naturels sensibles qui sont sur le trait de côte, que ce soit au niveau des enjeux d'habitat, des enjeux économiques, que ce soit des campings, voilà, des enjeux de réseaux routiers, de réseaux tout court, de réseaux d'eau, d'assainissement, d'eau pluviale et autres. Aujourd'hui, que fait-on et comment le fait-on ? Et c'est vrai que si l'on devait se donner plus de moyens, eh bien, par rapport à un risque lent qui est le risque d'érosion, c'est de se dire que dès maintenant, nous nous mettrions en capacité d'avoir une anticipation de déplacement de ces enjeux. Déplacer ces enjeux, c'est-à-dire avoir par exemple une politique de stratégie foncière qui nous permette d'ici 50 ans, 60 ans, de se dire qu'à un moment, nous avons eu justement pendant un temps long un travail de stratégie foncière qui va nous permettre
de déplacer ces enjeux, de reporter les réseaux vers le rétro-littoral, de reporter les axes routiers vers le rétro-littoral, en tout cas de déplacer ça beaucoup plus en amont, de manière à anticiper cette érosion, et lorsqu'elle va arriver, là où elle va arriver, qu'on n'ait plus les enjeux en tant que tels qui soient posés là. Je vous dis juste comme ça, pour vous donner une idée, sur une commune aussi, qui n'est pas une grande commune, hein, comme vous l'avez dit, 4,4 km², mais ne serait-ce que... Par rapport à la mienne, c'est plus de 2 fois plus grand. Mais ça reste pas très grand. Mais si vous prenez notre trait de côte, et si vous prenez les enjeux de l'habitat, aujourd'hui, sur une échelle à 50 ans, nous, au vu du nombre de biens immobiliers qui seront menacés, au vu du coût du foncier, cela représente 52 millions d'euros. Et si je me place à une échelle à 100 ans, c'est-à-dire à l'échelle 2120, toujours au niveau du coût de foncier, cela représenterait 188 millions d'euros en termes d'enjeux d'habitat. Alors, l'idée n'est pas d'indemniser, parce que la grande difficulté aussi, c'est comment notre population appréhende-t-elle le risque. Et doit-elle se dire que soit elle acquiert un bien dans une bande d'érosion, mais elle acquiert ce bien parce que demain, l'État est susceptible d'intervenir comme il l'a fait avec l'immeuble Signal. Est-ce que l'État est susceptible d'intervenir et de dire « je vais indemniser chacun ». Je crois qu'il faut se détacher de cette perspective, parce que vous voyez, quand je vous donne les montants, pour une commune comme la nôtre, ce que cela représente, jamais nous n'aurons ces moyens-là. Jamais. Donc, il y a un moment, il faut se dire, qu'est-ce qu'on est capable de faire ? Qu'est-ce qui a du sens en termes d'ouvrages en défense ? C'est-à-dire que si je mets des ouvrages qui viennent protéger le trait de côte, à quel endroit je les mets pour qu'ils aient une certaine pertinence ? Et quand je dis de pertinence, je dis bien sûr de ne pas tomber dans la maladaptation. C'est-à-dire que là où je crée un ouvrage en défense, je protège ce qui est derrière l'ouvrage en défense. Par contre, sur les côtés, j'accentue l'érosion. Et là, je suis dans l'erreur. Et l'adaptation, elle est justement dans la pertinence des solutions que l'on peut mettre en place, mais aussi bien dans le fait de se dire que, bien oui, nous allons avoir des espaces de bord de mer qui vont disparaître, et donc on envisage un repli stratégique ou une adaptation des espaces. Oui, parfois je vais aller vers un ouvrage en défense, et c'est le propre de toute cette stratégie, c'est de définir les orientations qui vont faire que l'on va prendre telle ou telle solution pour s'adapter à cette érosion qui, malgré tout, malgré certains esprits climato-sceptiques qui existent encore et qui nient l'existence de cette érosion, eh bien, c'est au contraire de se dire comment anticiper cela et faire du mieux possible que du fait du temps qui nous est imparti, eh bien, on soit capable de délocaliser les enjeux et de faire en sorte que nos habitants le vivent du mieux possible, que ce ne soit pas et qu'on ne tombe pas dans le traumatisme lié au risque naturel. Vous évoquiez l'acceptabilité des habitants. C'est vrai que les habitants, dans 20, 30, 40 ans, ils seront sûrement toujours là. Le problème, c'est aussi dans la volonté politique, c'est que les mandats durent entre 5 et 6 ans. Le mandat de maire, en l'occurrence, c'est 6 ans. Comment est-ce qu'on intègre cette donnée scientifique qui est absolument impossible à contredire aujourd'hui avec les rapports du GIEC dans un mandat qui ne dure que 6 ans ? Comment vous assurez que votre successeur, si ce n'est pas vous-même, continue ce travail ? Alors, moi, je ne peux pas l'assurer, parce que je n'ai aucune idée du successeur. Et ça, c'est le propre de l'élection démocratique. Enfin, normalement, nous n'avons aucune assurance de savoir qui est susceptible de gagner une élection ou pas. Mais au-delà de ça, je pense que pour le coup, c'est aussi avoir le goût du risque. Quand je vous dis avoir le goût du risque, on fait appel à quelque chose de beaucoup plus profond. Je pense que quelque part, à travers aussi la stratégie d'élaboration, à travers la stratégie de gestion intégrée du trait de côte, il y a un travail très très fort d'acculturation vis-à-vis de notre population. Et je dirais même d'appropriation. Et sortir du microcosme où, effectivement, les uns les autres, on se rencontre, on connaît le sujet, on y est sensible,
Mais au-delà du microcosme de gens qui sont acculturés aux problématiques environnementales, eh bien, ça reste quelque chose de très hermétique qui ne pénètre pas dans notre population et au sein de notre population. Et je crois que tout le travail qui est à faire, et c'est là où il faut avoir le goût du risque, c'est aussi d'arriver à dialoguer avec notre population, de poser les problématiques sans en avoir peur. Il ne s'agit pas d'en avoir peur, il s'agit d'avoir un certain pragmatisme, de se dire qu'il y a des phénomènes qui sont en train de s'accélérer, qu'il faut lutter du mieux possible nous-mêmes en nous investissant sur des politiques environnementales. Je parle par exemple au sens propre de la gestion patrimoniale avec les rénovations énergétiques, le fait de changer la totalité de nos éclairages publics comme nous le faisons au Pouliguen. Nous avons engagé depuis que nous sommes arrivés sur 5 ans le changement complet de notre éclairage public. Tout va passer donc en LED et au bout de 5 ans, nous aurons une économie de 135 000 kilowatts, ce qui est relativement conséquent, mais ça fait partie justement de cet effort à baisser notre consommation énergétique. Et tout cela, il faut le faire en parallèle, mais aussi il faut travailler avec notre population pour lui montrer, alors il y a 2 aspects, pour lui montrer dans un côté écosystémique, de dire mais voilà, quand on améliore telle et telle chose, telle et telle chose, telle et telle chose, ça participe au confort de vie. Nous sommes partis d'une problématique qui était très particulière sur notre territoire, c'était le défi démographique. Pourquoi défi démographique ? Parce que pour tout vous dire, dans une commune comme la nôtre, pour vous donner une idée, en 10 ans, nous avons perdu 1000 habitants. Et tout simplement parce que nous perdons, alors je parle de 1000 habitants de Quelles sont les raisons de ces départs ? Ce sont des raisons climatiques, foncier, des raisons foncières ? Il y a plein de facteurs. Ouais. Et c'est pour ça que nous l'avons abordé de manière écosystémique, c'est de dire que non seulement nous devons travailler sur l'éducation, nous devons travailler sur les équipements sportifs, les équipements culturels, la vie sportive, nous devons travailler sur la politique du logement, nous devons travailler sur le cadre de vie, nous devons travailler sur notre environnement. Et en travaillant sur tous ces aspects-là, et en y englobant, bien entendu, la transition écologique dans toutes ces dimensions, eh bien, nous améliorons le cadre de vie. Et en améliorant le cadre de vie, pour tout vous dire, nous avons l'idée que nous sommes en capacité de relever le défi démographique et de ramener des résidents principaux. Les chiffres, en l'espace de 5 ans, ont l'air de nous donner raison. C'est-à-dire que nous étions en chute libre jusqu'en 2019, et que le dernier recensement qui vient d'être fait en 2025 montrerait que nous reprenons une courbe ascendante. C'est-à-dire que nous arrivons d'une part à repeupler en résidents principaux tout en nous étant engagés dans différents domaines et en ayant intégré la transition écologique. Pour revenir sur le risque, l'érosion, il est très clair, et quand je vous parlais de frustration, que ce soit l'érosion, qui est un risque majeur que connaît notre territoire, que ce soit la submersion marine, et que ce soit la transition écologique, ma frustration, c'est que fondamentalement, nous manquons de moyens humains et financiers. Quand je dis de moyens humains, il y a des sujets sur lesquels nous portons dans notre commune, sur lesquels nous sommes engagés, mais si nous arrivions à avoir plus de moyens, je pense que nous irions beaucoup plus loin, mais c'est le propre de chacun, de toute manière. Quand je vous dis ça, nous avons un collège qui a la première labellisation d'une aire marine éducative. Eh bien, c'est ça, ce travail d'acculturation vis-à-vis de notre population. C'est aussi à travers l'éducation, à travers les jeunes, de développer le savoir, de développer l'accès au savoir. Et aujourd'hui, si nous avions plus de moyens humains pour organiser tout cela, même si nous l'organisons beaucoup, c'est un développement de l'accès au savoir. Quand je dis de l'accès au savoir, et on voit à quel point le savoir aujourd'hui est en danger dans nos sociétés, je prends le savoir scientifique, nous avons fait un certain nombre d'événements et d'expériences et d'animations autour de l'acculturation scientifique, de la connaissance scientifique. Le savoir est quelque chose d'absolument essentiel et il faut qu'on arrive à le partager du mieux possible. Et je pense que la grande difficulté
dans le fait que l'environnement reste dans un microcosme, c'est que nous ne partageons pas assez le savoir, mais dès le plus jeune âge et jusqu'au l'âge le plus âgé. Et que nous mettons, nous, beaucoup de choses en place pour faire aussi bien des expériences à l'école. Nous avons, à travers notre adjointe à la santé, par exemple, fait participer une chercheuse qui va à l'école et qui montre comment, à travers le relevé d'un certain nombre de cheveux, on peut analyser tout ce qu'on peut en tirer en matière de connaissances sur ce que comporte votre ADN, ce qu'on porte votre environnement, parce que vous en avez des traces sur votre corps et notamment à travers les cheveux. Et donc toute cette connaissance scientifique, l'appropriation de la recherche, alors c'est la connaissance elle est culturelle, elle est scientifique, elle peut être de différentes sortes, mais aujourd'hui il faut absolument que l'on développe la connaissance parce que ce sera le meilleur moyen de partager les préoccupations en matière environnementale. Parce qu'on saura aborder les préoccupations environnementales non par le biais de fake news ou de discours inappropriés ou complotistes, mais plutôt par des discours pragmatiques, posés, raisonnés. Et c'est là où le scientifique a son rôle dans la société, et c'est là où nous, en tant qu'élus de terrain, qui vivons avec notre population, qui nous occupons de la politique de l'enfance, qui nous occupons des politiques intergénérationnelles, c'est là où le scientifique et le politique, le représentant élu, doivent beaucoup plus s'associer. Et c'est là où j'en viens à un autre point, c'est que nos élus, on doit leur donner le moyen d'être formés aussi à la chose scientifique, à la connaissance. Et vous le sentez, ça, vous, autour de vous, qu'ils ne le sont pas assez ? Je pense que, vous savez, quand on devient élu, en fin de compte, on est issu de milieux très divers, et devant la complexité des sujets qu'on aborde, il faudrait qu'effectivement nous ayons beaucoup plus d'outils. Et je crois que de ce point de vue-là, que ce soit les organisations représentatives d'élus, ou que ce soit l'État, ou que ce soit certains organismes comme le CEREMA ou d'autres, ont conscience qu'il faut donner beaucoup plus d'outils aux élus et les acculturer à la chose. Mais à l'inverse, je pense qu'il faut aussi que nos scientifiques s'acculturent à la gouvernance. C'est-à-dire que le chemin de la connaissance, il ne va pas dans un seul sens, il doit être partagé. Et donc, si les uns les autres, on se donne les moyens, la main dans la main, d'aller de l'avant, je pense qu'on va tous progresser, et avec nos populations. Et c'est ça un des défis majeurs que nous avons à relever ensemble. Alors ces risques, j'aimerais en aborder encore un rapidement, c'est celui de la transition énergétique. Vous êtes maire d'une commune qui est face à un nouveau voisin, ou plutôt 80 nouveaux voisins. Ce sont les éoliennes offshore qui sont au large de la côte sauvage. Alors on appelle ça le parc éolien de Saint-Nazaire, mais on le voit de plein d'autres villes que Saint-Nazaire, dont le Pouliguen. C'est le premier qui est venu, 80 mâts, environ 175 mètres de haut, 12 km des côtes, 20% de la production électrique du département. Bon, on ne va pas faire le procès des énergies renouvelables, c'est pas le sujet, il faut des énergies renouvelables. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est l'acceptabilité de la population. Le front de mer a été complètement modifié. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que ça a été accepté ? Est-ce que ça l'est de plus en plus ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Comment vous l'avez vécu ? Alors, si vous voulez, il y a clairement 2 temps. Je dirais 3 temps. Il y a eu le temps de la concertation, et je pense que celle-ci, d'une certaine manière, mais elle a dû être source d'enrichissement pour la suite, n'a pas été menée comme elle aurait dû être menée, avec une association beaucoup plus forte des élus locaux. Encore une fois, on a considéré qu'on était sur le domaine public maritime, et pour tout vous dire, en tant que membre du conseil d'administration de l'ANEL, l'Association nationale des élus des littoraux, et en même temps membre du comité directeur aussi de l'ANEL, il y a des sujets très forts qui sont portés par le président de l'ANEL, Yannick Moreau, qui est le maire des Sables-d'Olonne,
c'est notamment de se dire et de changer notre prisme, notre regard. Nous sommes des élus de communes littorales. Soit nous avons en gestion le domaine terrestre. Mais ce qui fait partie intégrante de nos communes, de nos habitants, de l'identité de nos communes et de nos habitants, c'est aussi l'océan. Penser que l'on est uniquement sur le domaine terrestre et ne pas intégrer le fait que tous les jours, quand nous le levons, nous voyons l'océan et que c'est une partie de nous-mêmes, c'est une profonde erreur. Et c'est comme ça que les choses ont été, dans un premier temps, en termes de concertation, abordées, avec l'idée qu'il y avait le domaine public maritime et pour autant, pas une sensibilité des habitants terrestres au domaine maritime, ce qui est une erreur. Et ce qui a été une erreur aussi dans le fait de ne pas aller vers les élus locaux et de travailler avec eux à la chose. Je pense que tout cela a beaucoup progressé. Le Comité national du débat public a fait aussi un excellent travail dans le cadre de la concertation sur la mer en débat. Cet excellent travail, justement, il a relevé tout ce qui était de nature à emporter l'adhésion ou pas d'un projet, mais qui était aussi de nature à mériter des explications et une implication des habitants et des élus locaux, notamment, par exemple, la sensibilité au paysage. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ce premier temps de la concertation a été fait de manière avec une vision très technique, pour ne pas dire technocratique. Le deuxième temps, c'est lorsque les éoliennes ont été érigées, lorsqu'elles ont été construites. Effectivement, ça a été pour un certain nombre de nos habitants un traumatisme dans la mesure où, si vous voulez, en termes de concertation, lorsque les photomontages ont été montrés, c'était des allumettes qui étaient au loin et qui ne se voyaient absolument pas. Et là, la réalité n'est pas la même. Un décalage extrêmement fort entre ce qui a été photomonté et ce qui a été réalisé. Et donc là, il y a eu un temps un peu, j'oserais dire, cicatriciel, dans la mesure où, à 12 km, nous avons un des parcs offshore les plus proches de nos côtes, puisque les prochains seront beaucoup plus éloignés. C'est un combat aussi de l'ANEL de dire, mais faisons en sorte d'éloigner les parcs éoliens pour éviter justement et accentuer l'acceptabilité de nos populations. Se battre aussi pour d'autres types d'énergie renouvelable tout en restant dans l'éolien, par exemple l'éolien flottant. Mais donc il y a ce deuxième temps qui est un temps un petit peu cicatriciel et aujourd'hui on est dans un troisième temps. Le troisième temps, c'est de se dire nous avons malgré tout le changement climatique, il y a ce parc éolien, donc nous vivons avec et nous l'entendons. Il a du sens aussi du point de vue de la production d'énergie. Nous nous y habituons et nous faisons en sorte que, effectivement, bien malgré tout, nous continuons à vivre avec beaucoup de bonheur nos espaces côtiers qui restent magnifiques pour autant, et donc nous vivons avec. Mais je pense que cette expérience, justement, a servi aussi de démonstrateur pour réaliser ce type de projet différemment et avec une concertation, je pense, qui intègre beaucoup mieux les acteurs locaux de l'élu à l'habitant. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va être en nette voie de progrès. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'efforts, un net changement par rapport à nos préfets, à nos sous-préfets. Moi, je me réjouis que nous ayons un préfet et un sous-préfet qui sont beaucoup plus préoccupés de prendre la température du territoire en associant à leurs réflexions les élus locaux. Plus de démocratie locale. Et je pense que ça, c'est une excellente voie, si vous voulez, pour travailler l'accessibilité. Travailler l'accessibilité, c'est quelque chose qui doit se faire tous ensemble et expliquer les choses, partager la connaissance, c'est aussi ne laisser personne au bord du chemin
Je pense que nous avons aujourd'hui des exemples de sociétés qui, à force de laisser peut-être des gens au bord du chemin, finissent par, comment dirais-je, ne plus avoir une population en adéquation avec les défis qu'elle doit relever, parce qu'elle n'y a pas été associée. Norbert Samama, vous m'avez accordé déjà énormément de temps dans votre agenda de maire, donc je vais clôturer en vous posant les 2 questions que je pose à tous mes invités pour cette dernière partie. Au nom du changement climatique, de quoi pourriez-vous vous passer, et je parle de quelque chose auquel vous tenez, et de quoi vous ne pourriez absolument pas vous passer? Et donc je vais répondre à cette 2e question, j'y réponds à toutes les émissions. Moi je ne pourrais absolument pas me passer d'une part de flan, c'est absolument impossible. C'est 450 grammes de CO2 par part, 75 kilos par an pour moi de CO2, voilà, c'est le choix que je fais. Donc pour répondre, je vous ai apporté une petite part de flan. Voilà, c'est... Voilà, j'en apporte à tous mes invités, donc, c'est gentil. Donc vous n'échappez pas à la règle. Voilà, en plus il est excellent, voilà, il vient d'un de nos boulangers, donc c'est parfait. Ah oui, boulanger-pâtissier. J'ai fait local. Hein. Vous avez raison, au contraire. Ouais. Non, je ne l'ai importé de nulle part, il est à 500 mètres. Donc voilà, je vous propose de répondre à ces 2 questions autour de cette pâtisserie. Eh bien, alors, j'oserais dire, vous m'envoyez... Désolé, mais je pourrais me passer du flan. Mais même si j'apprécie énormément je ne le prends pas personnellement. Et je le mangerai avec plaisir. Il y a une chose dont j'aimerais pas me passer, et peut-être qu'un jour pourtant ça me passera, c'est la passion, l'espoir, le fait de croire qu'on peut améliorer les choses, d'avoir envie de se battre. J'aimerais ne jamais avoir à m'en passer. Donc ça n'est pas forcément quelque chose de très concret, et ce sur quoi je pourrais parler des choses pour lesquelles il y a une chose pour laquelle je pourrais pas non plus me passer, c'est malheureusement l'ordinateur ou le portable, et je dois dire que je vis 24/24 avec un ordinateur portable et un téléphone portable, ce qui est horrible puisque mes enfants très souvent me disent que je pourrais coucher avec. Voilà, donc il y a peut-être un questionnement là à avoir, mais là je pourrais difficilement m'en passer. Il y a d'autres choses dont je me passerai forcément, et avec plus de simplicité. Je pense qu'il y a beaucoup de biens de consommation dont je pourrais me passer. Et à ce titre, voilà, peut-être que demain être plus raisonnable en matière de consommation, mais en même temps ce n'est pas très bon pour l'économie que de limiter la consommation. Alors juste un dernier mot, c'est ne négligeons pas les élus locaux, communaux dans la transition écologique. Et pourquoi je vous dis ça? Nous sommes pour une grande partie d'entre nous des gens très pragmatiques et qui mêlons l'anticipation, l'opérationnalité, la concrétisation. Et ce qu'il faut, c'est aussi nous donner les moyens au maximum et dans des temps beaucoup plus courts. Aujourd'hui, les temps sont trop longs en termes de réalisation, mais de faciliter absolument l'opérationnalité, la réalisation des projets, la réalisation des engagements, nous donner les moyens dans la mesure où nous sommes en contact direct avec notre population et nous pouvons beaucoup faire pour travailler à cette transition écologique, travailler à la lutte contre le changement climatique, et comme nous pouvons beaucoup faire, que l'on nous néglige pas, parce que j'ai l'impression que trop souvent nous arrivons comme la dernière roue du carrosse
et que loin de là, nous sommes beaucoup à nous intéresser, à nous investir à ce titre, et nous le faisons, et je le répète, de manière pragmatique. Moi, je n'ai aucune idéologie particulière, je n'ai aucun dogme. Ce que je veux, c'est avancer, faire des choses qui améliorent la vie de nos concitoyens, anticiper les risques, lutter de la meilleure des manières contre le changement climatique. Et je crois que nous pouvons y arriver. Et je pense que de ce point de vue-là, je ne pourrai jamais me reposer parce que j'ai une épouse qui est très investie à ce titre-là. Et quand je dis ça, elle est professeure de droit de la mer et de l'environnement. Et elle-même est très attachée à voir les choses évoluer. Et quand on a le traité 3030 qui est ratifié par les États, notamment au niveau de la protection des océans, il a mis beaucoup de temps à sortir, c'est vrai, mais on peut espérer dans l'avenir, et surtout que l'on soit jeune ou plus âgé, conservons une dynamique positive, soyons souriants, croyons en l'autre, et disons-nous d'une manière ou d'une autre que nous devons y arriver ensemble. Merci beaucoup pour ce mot de la fin particulièrement enrichissant. Merci beaucoup de m'avoir reçu, Norbert Samama. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à laisser une note et des commentaires sur les plateformes de streaming. Et si vous n'avez pas encore réservé vos vacances d'été, je ne peux que vous encourager à découvrir le Pouliguen et ses environs. La région est absolument magnifique, mais surtout, le plus important, c'est qu'on y mange très très bien. Merci beaucoup pour votre fidélité et à dans 2 semaines, comme d'habitude, pour un nouvel épisode.